Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Peut-être un début de psychose et la montée d'une forme de paranoïa au sein du Hezbollah libanais. L'organisation terroriste cible pour la deuxième fois d'une attaque à distance aussi soudaine qu'imprévisible. Après les beepers mardi, les talkie-walkie ont à leur tour explosé dans les mains ou à la ceinture de leurs propriétaires hier. 20 morts, 450 blessés, bilan encore provisoire. Le Hezbollah accuse les services secrets israéliens. L'État hébreu reste silencieux. Récit d'une journée où la science-fiction a une nouvelle fois rejoint la réalité. Caroline Baudry. Aussi massive et furtive, la nouvelle attaque a lieu vers 16h lorsque des talkie-walkie de membres du Hezbollah explosent de façon simultanée à Saïda et Somor dans le sud où ces combattants ont ouvert un front avec Israël, à Baalbek dans l'est où seraient entreposées leurs armes les plus puissantes et dans la banlieue de Beyrouth où se tenaient les obsèques de 4 membres du Hezbollah tués la veille dans l'explosion, des beepers piégés. Selon le journal israélien Haaretz, les batteries fraîchement importées qui se trouvaient dans les talkie-walkie étaient piégées elles aussi. David Rigouleros, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, était invité hier soir sur Europe 1. Ce qui est certain, c'est que c'est tout le système de communication des ordres qui est complètement bouleversé et annihilé. Et on voit mal comment le Hezbollah, qui a déjà payé le prix du sang en termes d'effectifs, pourra rester sans rien faire. Les autorités israéliennes n'ont fait aucun commentaire sur les explosions. Caroline Baudry, cette série d'attaques inquiète Washington, allié traditionnel d'Israël, qui met en garde contre toute escalade dans la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies convoque aujourd'hui une réunion d'urgence alors que l'on attend une prise de parole officielle du chef du Hezbollah libanais. Discours prévu cet après-midi à 16h. La crise également en Martinique, en proie à une flambée de violence urbaine. Le préfet décrète le couvre-feu partiel pour tenter de ramener le calme. Un mouvement de colère pour dénoncer la vie chère. Fort-de-France et la commune du Lamentin vivent au rythme des pillages et des saccages de commerce. Plusieurs routes entravées par des barrages. Le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a donc demandé l'envoi d'un escadron de gendarmerie en renfort et décrété le couvre-feu partiel. Des renforts significatifs sont arrivés et vont continuer d'arriver dans les prochains jours. J'annonce également avoir signé un arrêté de couvre-feu qui couvrira à compter de la fermeture des commerces, soit 21h, les zones commerciales de Dillon à Fort-de-France jusqu'à Jambette. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de saturer les axes routiers et les ronds-points de leur présence et de procéder à un maximum d'interpellations. Concernant les travaux contre la vie chère, dans les prochains jours, j'aurai l'occasion de m'exprimer pour finaliser la feuille de route qui sera proposée à l'arbitrage du prochain gouvernement afin de lui présenter les pistes de solutions que nous avons collectivement élaborées ici en Martinique avec les élus, la CTM, les acteurs économiques et associatifs. Le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, qui avance par ailleurs le chiffre de 14 blessés, dont 11 policiers, tous touchés par des tirs à balles réelles. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La politique, un Premier ministre toujours sans équipe gouvernementale. Voilà la situation de Michel Barnier. Alors que les rumeurs de sa éventuelle démission ont alimenté les conversations hier. Oui, rumeurs aussitôt démenties par les services du Premier ministre. Michel Barnier face à une équation insoluble. Constituer une équipe gouvernementale avec des partis qui réclament chacun la part du lion et ne veulent pas entendre parler de hausse d'impôts. 2 réunions prévues avec les Républicains et Gabriel Attal, le chef de file des macronistes à l'Assemblée, reportées. Les choses se compliquent pour Michel Barnier, Jacques Serret. Michel Barnier est plus que jamais sous pression. Il n'imaginait pas que ce serait aussi compliqué, lâche l'un de ses proches. Alors quand Gérald Darmanin lui savonne la planche en faisant fuiter qu'il y aurait des hausses d'impôts, le Premier ministre voit rouge. La situation mérite mieux que des petites phrases. Elle exige de la responsabilité, rétorque-t-il. L'hôte de Matignon vise alors le ministre de l'Intérieur démissionnaire et Gabriel Attal, 2 figures de la Macronie passées par Bercy ces dernières années. La situation budgétaire du pays que je découvre est très grave, constate Michel Barnier. J'ai demandé tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Une réalité qu'il est pourtant loin de méconnaître, d'autant plus qu'il a à ses côtés comme directeur de cabinet un certain Jérôme Fournel, le même qui dirigeait le cabinet de Bruno Le Maire au ministère de l'économie. Michel Barnier cherche à gagner du temps. Il est coincé, décrypte un cadre de Renaissance, de quoi faire sourire certains stratèges du côté de l'Élysée. Il est dans une sacrée galère, s'amuse un conseiller du palais, satisfait que le président se tienne publiquement à distance des tractations
affectation. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Un gouvernement difficile à constituer, fébrilité que l'on retrouve dans le sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. 68% des Français souhaitent voir y entrer une personnalité de gauche, 63% au contraire veulent des républicains. Le Rassemblement national recueille 55% quand il est proposé. 52% des Français souhaitent voir au contraire des ministres Renaissance. Sûrement des répondants qui souhaitent voir un peu tout le monde finalement dans l'équipe gouvernementale. La colère de Gisèle Pelicot hier devant la cour criminelle du Vaucluse. Elle était parvenue à garder son calme, mais face aux dénégations de certains accusés, elle a explosé d'une colère compréhensible. Cette femme, droguée et violée à de multiples reprises par son ex-mari et des inconnus, n'a pas supporté les sous-entendus des avocats de la défense. Elle se serait rendue complice des agressions qu'elle a subies. Compte rendu d'audience, Stéphane Burgat. Si l'avocat de Gisèle Pelicot choisit de l'accompagner à la barre, c'est en connaissance de cause. Il sait très bien ce qui attend sa cliente à ce moment-là. L'interrogatoire des avocats de la défense vise à la discréditer en revenant notamment sur ses mœurs supposées, avec toute une série de photos intimes dévoilées sur les écrans de la salle d'audience, photos retrouvées sur les disques durs de son ex-mari. Gisèle Pelicot s'insurge, plante son regard dans celui de ses adversaires et s'interroge: est-ce moi la coupable et ai-je 50 victimes derrière moi? Son avocat, maître Babonneau, le reconnaît. C'est une épreuve pour elle, mais sa détermination reste intacte. Je pense qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Est-ce qu'on est obligé d'élever le ton sur la partie civile, lui demander si elle laisse la porte ouverte quand elle va aux toilettes, lui poser la question est-ce qu'elle n'aurait pas des tendances exhibitionnistes? Oui, par moments elle s'énerve, mais elle répondra à toutes les questions. Dans un procès pour viol, il y a des questions qui sont posées et qui sont souvent des questions très difficiles. Et c'est justement ce qui fera dire à une Gisèle Pelicot scandalisée qu'elle comprend pourquoi de nombreuses femmes victimes de viol hésitent à porter plainte en raison du grand déballage qui suit la procédure. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Quel est le monument préféré des Français? Attention, la réponse pourrait vous surprendre. Eh oui, vous l'avez peut-être deviné, le vainqueur se trouve dans la Sarthe. Ce ne sont pas les rillettes, non, c'est le circuit des 24 heures. Ah oui, les 24 heures du Mans, désigné monument préféré des Français 2024. Verdict de l'émission télévisée de Stéphane Bern, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. Le circuit succède au château fort de Sedan, Axel May. Le vrombissement des moteurs plus fort que les vieilles pierres. Face à des candidatures comme le château de Fontainebleau, le beffroi de Douai ou bien la dernière demeure de Ronsard en Indre-et-Loire, le circuit du Mans et sa mythique ligne droite des Hunaudières remportent l'édition 2024 du monument préféré des Français. Un choix qui peut laisser dubitatif, mais après tout, les 24 heures sont un monument du sport. Pierre Fillon préside l'Automobile Club de l'Ouest, créateur il y a plus d'un siècle de la célèbre course d'endurance. On a aujourd'hui des Français qui s'intéressent aussi bien aux églises, aux châteaux, mais qui vont aussi aimer venir aux 24 heures du Mans. On a reçu en 2023 1 million de spectateurs sur le circuit. Il y a un musée, voilà, il y a beaucoup de choses à voir toute l'année. Il n'y a pas que l'événement des 24 heures du Mans. Ça a du sens de dire que c'est un monument du patrimoine culturel français. Alors sachez que le musée automobile des 24 heures est ouvert toute l'année et des visites guidées du circuit sont organisées. Quant à la prochaine édition de la course d'endurance, rendez-vous en 2025, le week-end du 14 juin. Voilà, Axel May, à toute allure, le football, la suite de la première journée de la Ligue des Champions. Le PSG s'impose sur le fil face à Gérone, 1-0 pour les Parisiens. Fin de cette première journée ce soir avec les deux derniers clubs français en course, Brest-Stuttgart, ce sont les Autrichiens, et Monaco-Barcelone, les deux matchs à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.